invité ce matin, 11 fois champion du monde de kickboxing, 4 victoires par KO en MMA. C'est toi qui t'es autoproclamé The Best, non? Bah oui et non. Les faits. Par la face des choses, quoi. C'est un peu, c'est très, comment dire, implicite. Je me suis autoproclamé The Best avant de l'être. J'étais visionnaire déjà à l'époque. Ça fout un peu la pression, non? Oui, c'est une autopression, mais en même temps elle est bénéfique parce que ça m'encourage et ça me force à performer derrière et à pas baisser les bras. C'est quoi ton objectif, être le meilleur en MMA? Mon objectif c'est exactement d'être le meilleur en MMA, comme ça je pourrais être incontestablement le meilleur combattant et non pas kickboxer du monde. Et comment t'as fait la transition vers le MMA? Ça s'est fait assez naturellement, automatiquement, un peu comme quand j'ai commencé par le full contact. Ensuite j'ai fait la transition dans le kickboxing. Naturellement, c'était un peu plus notoire, le full contact commençait un peu à s'éteindre. Et là pareil, le kickboxing c'est bien, moi j'ai tout gagné, j'ai fait le tour. Les adversaires se ressemblent et là je me suis dit le MMA, tiens, il y a un truc à faire, il y a de l'engouement, il y a McGregor qui a fait le taf, qui a hissé le MMA, notamment l'UFC sur le toit du monde, et maintenant je me dis bon bah je suis meilleur que McGregor, pourquoi j'irais pas leur montrer. Et alors j'ai cru comprendre que tu étais humoriste avant, le ring et la scène c'est un peu pareil, non? Vous faites le show, quoi. Ah c'est totalement pareil, d'autant plus qu'en plus moi je fais rire parfois aussi dans le ring. Oui, c'est ça. C'est vraiment la même chose. Et les combats de boxe et MMA se gagnent aussi avec la confiance en soi. Et comment toi tu l'as acquise? Parce que tu parais très très confiant en fait. En fait cette confiance elle est née d'un gros travail qui est derrière en background, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui on va dire, qui prétendent faire du trash talk, mais qui derrière vont perdre par exemple leur combat, ou qui vont pas assumer, qui vont pas être là au rendez-vous lors du combat. Alors moi, je fais du trash talk, certes, mais derrière je travaille beaucoup, très dur, pour pouvoir assurer. Après, j'ai confiance aussi en mon talent. C'est-à-dire que si j'étais nul, je dirais pas que je suis le meilleur. Tu vois, donc j'ai ce talent et que je cultive avec un gros travail derrière. Et c'est ça qui me permet d'être confiant et de pouvoir dire que je peux pas perdre, par exemple. Alors, roi du trash talk, roi des KO aussi. Et je me demandais, parce que bon, tu gagnes par KO, certes, mais est-ce qu'on progresse vraiment quand on gagne par KO? Parce que du coup, on reste pas beaucoup dans l'octogone. C'est très difficile parce que... on va dire, ces classes, on les fait dans l'octogone. C'est-à-dire que plus on bouffe des heures de combat, des minutes de combat, plus on va progresser, plus on va savoir ce que c'est d'être vraiment, comme je le dis dans mes vidéos, en eau profonde, sous l'eau. Et justement, être un combattant qui met beaucoup de KO, notamment au premier round, comme un Mike Tyson à l'époque, ça dessert. Donc c'est bien parce que le public aime ça, mais c'est mauvais pour nous parce qu'on passe très peu de temps, comme tu l'as dit, dans le ring, dans l'octogone. Moi je l'ai vécu déjà en kickboxing, donc je sais déjà ce que c'est et ce piège je tombe pas dedans parce pour que te battre derrière, il faut te faire durer en fait. Pour me battre, c'est ce qu'un adversaire devrait faire, me faire durer, mais bon, ils veulent tous me faire durer. Et c'est d'ailleurs comme ça que Tyson avait perdu son premier combat. Exactement, après il y avait d'autres problèmes aussi, Tyson. Mais voilà. Ça te fait peur de pas connaître justement l'octogone sur la longueur en MMA ou pas? De savoir un peu comment tu réagirais? Oui et non, oui ça me fait peur parce que je me dis quand j'aurai un vrai test, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de très très chaud, ça va être compliqué, mais pas impossible. Et non, ça ne me fait pas peur parce que ça n'arrivera pas. Et tu penses à quelqu'un quand tu dis ça, quand tu dis ouais, il y a peut-être quelqu'un un jour qui va me mettre un peu en galère, tu penses à quelqu'un ou pas du tout? Non, je pense à personne en particulier, mais je sais que demain, même si j'ai un gros challenge comme, je sais pas moi, les top 10 de l'UFC, des Ousmane Kamaru, des Khamzat Chimaev, etc., je m'entraînerai pour. Et donc quand j'arriverai, je serai prêt. J'avais vu cette interview où tu disais celui qui me fait vraiment peur, c'est Cédric Doumbé. Exactement. Voilà, ça met un peu l'ambiance comme ça. Alors, roi du trash talk aussi, tiens, on a un petit extrait qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Salut à tous. Salut à tout mon public et salut au public montpelliérain. Déjà, merci à Jimmy et franchement, respect. T'as tenu 3 rounds, enfoiré. Ah oui, donc... c'est vrai que j'ai dit que je le mettrais KO au premier round. Mais bon, je vais faire une confidence. Personne n'est au courant. Mais c'est que j'ai reçu un message sur Insta de sa sœur qui m'a dit « Ouais, s'il te plaît, mets pas KO Jimmy. Laisse-le terminer le combat. » Alors, ce message a beaucoup fait parler sur les réseaux parce que oui, il a été un peu mal interprété, c'est ça, hein? Très mal interprété. Mais moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que personne n'a remarqué, mais il y a un moment, je cherche comment on appelle les habitants de Montpellier. Oui, c'est ça. Oui. Mon public, ok, oui, on a compris. Et là, je bug, je dis Montpellier.
Non, ça n'a pas plu à la première personne concernée, Jimmy. Ouais. Mais après, on s'est expliqué dans les vestiaires. J'ai présenté mes excuses parce qu'en fait, c'était mal interprété dans le sens où, quand j'explique à chaque fois, les gens comprennent. C'est qu'en fait, sa sœur, elle est très active. Elle était en tout cas très active sur les réseaux sociaux en tant que fan numéro 1 de son frère. Donc, à chaque fois que je faisais un post pour trash talker son frère, donc elle était là, elle répondait. C'était la première à répondre et à défendre son frère. Donc, quand je dis sa sœur m'a envoyé un message, c'est en gros, c'est pour dire son supporter numéro 1 m'a envoyé un message. Mais c'était très drôle parce que quand on le voit comme ça, on se dit ah oui, il clash sa sœur. Or non, je ne clash pas les sœurs, ni les mères, ni les pères, ni pas la famille. Pas la famille. Et si t'es le meilleur en trash talk face à ton adversaire, est-ce que c'est 50% du combat gagné déjà d'avance ou pas? Pour moi, ouais, c'est même plus que 50%. Je dirais même 70%. Très tu rentres dans les têtes. Ouais, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que il y a certains adversaires qui m'ont dit non, moi il rentre pas dans ma tête, moi ça me fait rien. Or là, c'est déjà rentré dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il suffit pas de faire en sorte que l'adversaire sorte de ses gonds pour rentrer dans sa tête. Même l'adversaire qui fait tout pour ne pas sortir de ses gonds, là, je suis déjà dans sa tête. Parce qu'en fait, j'ai un effet sur lui. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est l'ascendant psychologique, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il laisse... En fait, j'agis sur lui. Voilà, c'est tout simplement ça. J'agis sur lui. Et moi aussi, ce qui me fait peur, c'est un adversaire qui ferait la même chose avec moi. Parce que ça, j'ai jamais expérimenté. Mais comment je réagirais si un adversaire trash talkait face à moi? Donc, un bon combattant MMA, c'est une grande bouche et des KO, quoi. C'est ça, une grande bouche et assumer derrière. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu t'es fixé une limite. C'est jamais vraiment vulgaire. Non, jamais. À aucun moment, on va me voir insulter. Parce que c'est ça qui fait que c'est subtil, le trash talk. Il y a des gens qui insultent, des gens, des Conor McGregor, etc. Mais ça perd de sa beauté. Et on est en France, il faut quand même respecter ça aussi. Ça passe pas ça en France. Ouais. Et il y a un truc, c'est que je suis très suivi par les jeunes, par les enfants aussi. Bien sûr. Très bizarrement, je me dis, il y a des enfants qui Ils adorent la castagne. Non mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ils adorent. Et depuis tout jeune, depuis que j'ai commencé ma carrière, même en amateur, je me suis toujours fixé cette limite parce que c'est pas moi. Et en tant que musulman aussi, c'est pas moi non plus. Donc je me suis toujours fixé cette limite. Et c'est pas difficile pour moi. Ce qui fout la haine dans le trash talk, en fait, dans ton trash talk, c'est que tu dis des vérités. Tu vois, t'es pas dans la vanne, mais il y a du fond, en fait. C'est ça. En fait, je suis dans la vanne, mais je dis la vérité, en fait. Mais c'est comme ça que t'as l'ascendant psychologique, parce que l'adversaire se sent un peu touché, quoi. C'est ça. Ça me rappelle une fois où j'ai trash talké Johan Lidon, qui s'exprime très très mal en français. Je suis arrivé à la peser, je vais offert le français correct pour les nuls. Oh là là. Yoann, si tu m'entends, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Adam a une petite question pour toi. Moi j'ai une question. Quand t'es dans la cage, là tu fracasses quelqu'un. Est-ce que tu parles avec lui aussi? Tu rentres encore dans sa tête? Non, pas encore. Ça c'est vraiment un haut niveau de trash talking. Bah ouais, t'es là, tu mets un coup, tu parles, tu dis ah, t'as vu ou pas? Je t'avais dit ou pas? Mais tu lâches des gros sourires des fois. Ouais, ça c'est instinctif. Non, ça c'est le niveau Khabib, ça. Quand il frappe, il dit you know I deserve it. You have to give up. Bon, ça c'est un haut niveau, ça. Le prochain, peut-être, je le ferai. Au niveau du trash talking, tu t'exprimes aussi beaucoup sur les autres combattants. Par exemple, sur Cyril Gane, t'avais dit qu'il était surcoté. Par rapport aussi à Tony Yoka, aussi, tu disais aussi qu'il était surcoté. Alors pour le coup, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. À chaque interview, ça revient. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu t'acharnes un petit peu comme ça? C'est pas de l'acharnement, parce que la première fois que je l'ai dit, c'était sur Tony Yoka, c'était sur une interview. On m'a posé la question, moi je réponds, tu me demandes. Ensuite, Cyril Gane, pareil, c'était sur une interview aussi, on me pose la question, j'ai répondu. Ensuite, je fais mes vidéos sur YouTube où je fais mes prédictions de combat. Donc là j'ai lâché la veste de Tony Yoka parce que c'était la sauce Cyril Gane. Donc j'ai fait la prédiction de combat et j'ai répété encore une fois qu'il était surcoté. Mais surcoté, en vrai ça plaît pas à tout le monde parce qu'il y a les fans qui sont là et qui sont fans mais aveuglément, tu vois. Surcoté ça veut pas dire nul, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas jugé à sa juste valeur. Sa juste valeur, c'est pas il est très très fort, c'est il est au juste milieu. Et moi j'ai expliqué ça pour Tony Yoka et pour Cyril Gane. Et bien sûr, j'ai pas manqué de rappeler aux gens où était ma place, qui est tout en haut. Et donc non, c'est pas de l'acharnement, je dis juste la vérité avec des analyses constructives, vraiment très claires, avec des faits concrets. Ouais, mais c'est plus que des sportifs, que ce soit Cyril Gane ou bien Tony Yoka, c'est quand même dans leur discipline, ils ont apporté beaucoup, tu vois, ils sont aussi français. Donc, et c'est ce que je dis, Et moi, quand je dis que je suis triste pour Cyril Gane qui n'a pas réussi à arriver à avoir cette couronne de l'UFC, c'est sincère. C'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé pour la France. Mais t'as pas peur de les vexer?
de vexer aussi les fans. Franchement, tu sais, tu vas jamais plaire à tout le monde, tu feras pas l'unanimité. Tu sais, il y a des prophètes qui n'ont pas fait l'unanimité, c'est pas moi, c'est Gombe qui va faire l'unanimité. Donc, et ça va l'aider en fait. Tu vois, cette vidéo que je fais en disant Cyril, il est surcoté, il n'est pas estimé à sa juste valeur, à sa juste mesure. C'est pour lui aussi que je le fais. Parce que si on regarde toute la vidéo, à la fin, je donne des vrais conseils. Tu vois, sincèrement, t'as vu, il y a un côté blague, mais il y a un côté sincère aussi, côté amical, côté fraternel, côté compatriote. Tu vois, Cyril Gane, c'est quand même le seul combattant français aujourd'hui qui a fait 2 fois la ceinture de l'UFC, qui n'a pas réussi malheureusement. Mais ça, c'est un truc qu'il faut. Il a mis la lumière sur le MMA. Exactement. Il t'a contacté après ta vidéo Enfin, vous vous connaissez peut-être, non? Non, on se connaît déjà avant. À la base, il est fan de moi. Il est fan de moi. C'est vrai. Excellent. Non, parce que même Tony Yoka, il a carrément relancé la boxe anglaise en France. Tu vois, c'est vrai, Tony Yoka, je le dis, et je dis pas qu'il est nul. Il est quand même champion olympique. Et ça, c'est un truc de fou. Oui, mais c'est un amateur. Non, mais même, quand même, c'est quand même, ils ont quand même fait, sa femme et lui, une prouesse sportive. Donc ça, je le note. Mais là où je dis qu'il est surcoté, c'est, voilà, je vais pas refaire la vidéo, c'est quand on vend son combat contre la boule de Fort Boyard comme le combat de l'année, le championnat du monde presque, le combat avant Tyson Fury, non, tu vois. Non, okay. Et quand on l'entend dire, moi franchement, Wilder, je le prends facile. Non. Mais c'est ce que tu fais, toi. C'est vrai qu'il y a quelques mais moi je le fais vraiment. Moi, c'est I buck it up, you know what I'm saying. Alors Cédric, t'en es où avec l'UFC? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une signature à un moment. Il y a eu une signature à un moment, il y a eu une signature. Après, il y a eu une mésaventure médicale, mais une fausse mésaventure médicale. Une fan de frappe de cet hôpital, je ne donnerai pas le nom, de ces médecins, sinon il va se faire harceler. Donc il m'a diagnostiqué un épanchement sanguin dans le cerveau, mais en fait c'était une erreur, c'est une tâche, parce que c'était un coup que j'avais pris avant, mais un coup domestique, pas un coup dans les sports de combat. Calmez-vous, personne ne me mettra de coup. Et donc finalement, il n'y a rien, j'ai fait une contre-expertise, puis une contre-expertise encore, et finalement non, il n'y a rien, je suis apte à combattre. Donc il y a eu une signature avec l'UFC. Aujourd'hui, il y a... Tant que j'ai pas vraiment combattu à l'UFC, on va dire, je suis pas bloqué avec l'UFC, donc là, la porte est ouverte à d'autres propositions, et il y a d'autres propositions sur la table. Bon, pour l'instant, on peut pas en parler parce que rien n'est signé, rien n'est décidé, c'est encore en cours de négociation, mais voilà. Mais il y a ton nom sur l'UFC, là. C'est ça, en fait. Il y a mon nom parce qu'il y a eu la signature, donc c'est ce que je dis. Non, mais moi j'avais cru comprendre que l'UFC, il n'y avait pas mieux. Donc si tu as d'autres propositions. Ah non, il n'y a pas mieux. En termes de notoriété, en termes de prestige. Demain, mais financièrement, il y a mieux, c'est ça? Financièrement, il y a mieux, c'est ça. Financièrement, il y a mieux. En MMA. Comment? En MMA. En MMA, bien sûr, financièrement, il y a largement mieux. Et ça se comprend aussi, parce que aujourd'hui, l'UFC est au top. C'est-à-dire que tout le monde veut aller à l'UFC. C'est le PSG, c'est le Real, tout le monde veut aller. Voilà, c'est la Champions League. Tout le monde veut aller là-bas. Et les autres, ils n'ont pas le prestige de l'UFC, donc forcément ils vont compenser avec la compensation financière. Mais toi tu veux le prestige ou l'argent? Telle est la question. Vous avez 4 heures. Ça te fait vraiment réfléchir en fait, t'es dans un dilemme là. Ça fait énormément réfléchir parce que tu sais que à l'UFC, après j'ai confiance en moi, je sais qu'à l'UFC, j'arrive, pendant un petit moment, tu es obligé de t'asseoir sur une certaine somme d'argent. Puis, si tu es un bon trash talker, tu es un bon personnage, tu es un bon combattant, boum, tu vas exploser et tu vas péter des millions. Or, dans d'autres organisations, tu vas toucher beaucoup au début et puis ça dépassera jamais je sais pas combien de millions. Pourquoi? Parce que c'est pas l'UFC. Parce que même si tu es une star dans cette organisation, tu vendras pas, les gens vont pas s'intéresser en fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas ces adversaires. Et puis les sponsors aussi. Exactement, les sponsors aussi. Mais en termes de notoriété, une fois que tu as signé à l'UFC, tu en as plus des sponsors, non? Quand tu signes à l'UFC, tu as les sponsors qui s'intéressent à toi directement derrière. Mais voilà, encore une fois, c'est ça, c'est financièrement. On est prêt à s'asseoir sur combien, tu vois, c'est ça. Mais après, de toute façon, avec les sponsors, c'est une chose. Mais après, quand tu auras aussi la notoriété de l'UFC, ça veut dire que tu seras connu encore plus que ce que tu es là. Ça veut dire que ça va t'apporter des partenariats. En vrai, c'est plein de calculs qui se font aussi derrière avec beaucoup plus d'argent au final. Après, il y a une autre organisation qui est sur le marché américain. Et pareil, il y en a une autre sur le marché asiatique. Non, là, je donne des indices quand même. Et quand on voit le marché asiatique comparé au marché européen ou même américain, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça le truc. Accepter de ne pas être connu en Europe, à la maison, par contre être une star en Asie, etc., c'est très compliqué. Et la réponse, ça sera quand?
À bientôt. C'est quand bientôt? C'est imminent là, tiens, il faut qu'on donne la réponse. Imminent, ça fait 3 mois que tu nous dis que c'est imminent. Non, ça va 3 mois. Ça se voit que tu es toujours en train de réfléchir. Ouais. Et Cédric, comment faire pour toucher le très grand public? Parce que là, c'est vrai que tu commences un petit peu à être connu, mais c'est vrai que c'est auprès quand même d'une certaine communauté qui aime le MMA. Ça commence, hein, mais comment faire vraiment pour dépasser toutes ces frontières-là? Je pense qu'il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Donc il faut être Cédric Doumbé. C'est quoi être Cédric Doumbé? Il faut être, je pense qu'il faut être un personnage, quelqu'un qui parle à tout le monde en fait. C'est simple, il faut parler à tout le monde. Et moi je pense que naturellement, Cédric Doumbé parle à tout le monde. Hein. Il parle aux jeunes comme aux moins jeunes. Il parle aux garçons comme aux femmes. Il parle aux croyants comme aux non-croyants. Tu vois, je pense que je touche tout le monde parce que de par mon naturel, de par mon humour, de par mon talent aussi, parce que c'est vrai que je suis drôle, mais en même temps, derrière, dans le ring, j'assume ce que je dis. Et puis, il y a des limites que je dépasse pas, et ça parle à tout le monde. Mais comment faire, en fait, pour casser un petit peu ce plafond de verre, quoi? C'est-à-dire que tu sois un sportif très reconnu, tu vois, très, très reconnu, au-delà des frontières même du sport. Il faut performer. Ça passe par la performance. Ça passe par la performance. Parce que si t'es attachant, t'es drôle, etc., mais que derrière tu gagnes pas, tu vois, t'es juste un bon gamin, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on a compris la rêve, quoi. Lui, pour le coup, vous faites des liens où il y en a pas. Il est arrivé pour le coup. Le bon gamin. Je comprends pas de quoi vous parlez. Alors, non, voilà, il faut les performances derrière qui viennent confirmer justement le fait que tu sois ce bon gamin. Le 4 mars dernier, nouvelle victoire par KO, c'était lors du MMA GP au Zénith de Paris. Comment t'as vécu l'événement? Waouh, c'était ouf, hein, parce que prédiction, encore une fois, et prédiction assumée. Grosse soirée. Il faut noter quand même que tu vois, le MMA GP, c'est la seule organisation française aujourd'hui qui remplit des salles comme le Zénith de la Villette. C'est à Paris. Et après, c'est normal quand on voit la carte. Ouais. Donc très content de voir que les Français ont fait le déplacement pour nous les combattants français, pour le MMA, pour moi, pour m'encourager. On entendait des good jobs, des angles morts partout dans la salle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que tout le soutien des Français, et franchement ça m'a vraiment boosté. Comment tu te prépares pour un tel événement en amont? Après, il faut savoir qu'en kickboxing, j'ai l'habitude de ces grands rendez-vous. Hein. J'ai déjà combattu notamment au Madison Square Garden. Magique. C'est incroyable cette salle. Magique. Et aussi au Zénith de la Villette, et où j'ai défendu ma ceinture de champion de kickboxing. Donc j'avais déjà l'habitude de ces grands rendez-vous. Donc pour moi, c'est pas une pression supplémentaire. Certes, c'est une pression différente. Pourquoi? Parce que quand tu es au top du top, ensuite, quand tu as le trash talk et tu as ouvert ta bouche à de nombreuses reprises, derrière, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, comme je disais dans une de mes vidéos, je vise Ousmane, je vise Connor, je dis que je bats ces gens-là. Si je perds aujourd'hui contre Florent Burillon ou je sais pas comment il s'appelle, Pavel Klimas, ça la fout mal. Donc c'est cette pression-là qui est différente, qui a un très mauvais goût. Mais sinon, les grands rendez-vous, j'ai l'habitude. Et ta famille, elle le prend comment tout ça? Elle vit comment tout ça? Ma mère, c'est ça, ma mère, elle cherche un sponsoring avec Smecta. À chaque fois que j'ai un combat, elle est pas bien. Elle le vit mal et bien. C'est un ascenseur émotionnel à chaque fois. Elle flippe, non? Ah ouais, elle flippe même un mois ou à l'annonce du combat, elle commence à flipper. Ensuite, le jour J, c'est boum boum, ascenseur direct. Et les neveux nièces? Non, eux, ils m'encouragent juste. Mais ils flippent pas pour toi le trash talking, plus la bagarre, plus. Non, ils sont plus dans l'excitation avec leurs potes, à Paris, etc. Ouais. Alors que ma mère, c'est vraiment, elle a peur. Elle a vraiment peur parce qu'en plus, elle assiste à toute la soirée. C'est-à-dire, elle voit des KO avant et elle se dit oh. Elle voit le sang, elle voit tout. Ah ouais, elle voit tout. Elle voit la bâche qui est préparée juste pour mon arrivée. Et ensuite, quand elle voit que... Mais du coup, elle a vu l'évolution de son petit. Elle est fière, elle non? a vu ça dès le début. Dès le début, elle voulait pas que je combatte. Elle était contre. Je me souviens encore quand je viens m'asseoir sur le canapé et je dis maman, faut que je te parle. Il dit c'est bizarre. Il m'a jamais parlé cet enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis voilà, il y a une salle de boxe. Dès qu'elle a entendu boxe, elle s'est levée, elle est partie. Et moi, c'était carrément même au début avec la boxe. Ouais, tout début avec le combat boxe, elle voulait rien savoir du tout. Du coup, j'en faisais en cachette. Et puis à un moment, il fallait payer la licence et puis je lui ai parlé. Au début, dans la région Poitou-Charentes, il y avait
ce principe des tickets sport en fait que la région donnait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai payé mes premières licences au début, toujours en cachette. Et au fur et à mesure, en fait, elle s'y est fait. Pourquoi ? Parce qu'elle savait en fait, sans savoir que j'allais quand même à la salle de boxe et que j'avais délaissé le football. Cédric, on va jouer au café corsé. Chaque membre de la team va te servir un café bien corsé. Une question qu'on n'a pas osé te poser jusqu'à présent dans la partie interview un peu plus classique. Ouais, j'imagine. Donc tu as le droit à un joker, mais je pense que pour toi ça va être easy, ça va être très simple. Mike, à qui... Enfin, allez, vas-y, démarre. Première question. Cédric. Le joker, c'est l'angle mort. Je vais le mettre dans le Déjà, Cédric, quel est le combattant le plus léger que tu aies eu ? Le plus léger, le plus facile. Le plus facile que tu aies dégommé. Le combattant le plus facile que j'ai eu. Kickboxing ou MMA ou toutes les disciplines confondues ? Ouais, MMA. MMA ? C'est Title Shy. C'est Title Shy, ouais. Le plus facile que j'ai eu. Je t'ai dit, ouais, non, c'est trop léger. Ah oui, je me suis dit, non, il abuse. Il abuse. Il abuse. Ça marche. Adam, à toi. Cédric. The best Cédric. Naam. T'as dit que tu cognes tout le monde. Naam. Ousmane, tu le tabasses. Hamza, tu le tabasses même. Oh, Connor, oui. tout le monde, tu le tabasses tous. Oh oui, good job. Mais, déjà, pour commencer, c'est quand le combat contre Baki, le français. Et tu sais que Greg MMA, il a dit que selon lui, il te bat. Il te cogne. Il dit les termes. Il dit les termes. Non, mais les trucs, c'est quoi ? Regarde, on va expliquer les choses. Greg MMA, qui a un niveau qui est assez. Voilà. Qui fait des petits échanges, voilà, qui fait des petits trucs de danse avec Baki. Qui se fait mettre à l'amende. Forcément, que veux-tu qu'il dise ? Il a senti la pression du petit Baki sur ses épaules. Il s'est dit, oh, je pense franchement que tu bats Cédric Doumbé. Mais il connaît pas la mitaine. Mais il connaît pas. Quand t'as des mitaines de 4 dans la tête, c'est pas pareil la réalité. Donc Greg, j'ai envie de te dire non. Tu vois, quand ça sera Cédric Doumbé, ça sera pas la même chose. Baki, quand est-ce que je le prends ? Mais frérot, je te parle d'Ousmane, je te parle de Connor, toi tu me parles de Baki. En fait, là, tu veux me faire régresser, c'est ça le truc. Tu veux pas que je perce en fait. Non, moi je veux voir la mitaine sur Baki, tu vois. Baki, ça arrivera pas parce que là, je suis aux portes de l'UFC, je suis aux portes des grandes organisations. Je sais pas pour redescendre pour combattre Baki. Peut-être on fera une vidéo ça YouTube marche. Ensemble. Cédric, dis-moi, Francis Ngannou vraiment surcoté, est-ce que tu le mets KO ? En fait, vous voulez que je meure. Sors pas les trucs, on est camère, tout ça. Non. Non, Francis, c'est mon gars. Parce qu'il tape les gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. Francis, je mets. Non, je mets pas KO Francis. Si j'étais poids lourd, là, ça dépend. bien sûr que je mettrais KO Francis. Mais aujourd'hui, T'es non. technique, j'ai compris. Non, Francis, il est trop chaud pour moi. Il est trop lourd pour moi. Ok, donc ça marche. Franchement, je pensais à un moment que t'allais rentrer dans le truc, mais non, ça marche. Trash talk, mais réaliste. Marie pour la dernière. Bah justement, t'es le roi du trash talk, on le sait. Mais est-ce qu'il y a déjà un combattant qui a voulu t'attraper en dehors d'un combat parce que t'avais trop parlé ? Oh oui, il y a déjà eu plusieurs combattants, notamment un. Mais c'est pas vraiment lui, ce sont plus ses potes qui ont voulu m'attraper du côté de Meaux. Et là, les gens savent de quoi je parle. Ah ouais, c'était très très chaud. Moi, dans ma nia, dans ma simplicité, voilà, je fais mon trash talk. Et puis un jour, je suis invité à Meaux, j'y vais à un gala. Et puis je me rends compte que en fait, je suis en terrain hostile. Et puis c'est parti un peu en cacahuète, tu vois. Et heureusement qu'il y avait un tonton congolais qui était là pour moi. Je n'oublierai jamais ce tonton qui m'a défendu. Il a pris ton dos. Il a fait le bouclier humain. Ça a cogné ou ? Ah non, il y avait une grosse émeute et ils attendaient juste que le tonton bouge, qui était très respecté ce tonton dans la ville. Ils attendaient juste qu'il bouge pour cogner. Et il n'a pas bougé, tonton Pierre. Depuis ce jour-là, j'aime les Congolais. Bon, Cédric, tu t'en es très très bien sorti. Nickel. Dis-moi, j'ai l'impression que tu as quand même passé un step en termes de notoriété. Tu fais beaucoup de grands médias. On te voit beaucoup là. C'est vrai. Ça fait plaisir. Et en même temps, je me dis, c'est fou quand même que le vent tourne de cette manière parce que
j'ai toujours été moi depuis le début et j'ai toujours vendu ce Cédric Doumbé-là. Et puis c'est que maintenant que les gens commencent à vraiment comprendre, s'intéresser, etc. Après, je pense que c'est aussi l'arrivée du MMA en France qui fait qu'il y a beaucoup plus de médias qui s'intéressent. Donc on prend et on essaye d'utiliser ça pour des bonnes causes, notamment la cause qui va lutter contre les violences faites aux femmes. Oui, parce que tu es très engagé aussi, en dehors de l'octogone. C'est ça, donc c'est bien de mettre ma notoriété au profit de cette cause-là aussi, parce que bon, c'est bien de faire des blagues, etc., mais c'est aussi bien parfois d'être sérieux. Et je ne sais pas si tu as entendu parler, mais il y a le PSG qui veut investir et lancer dans le MMA. Est-ce que c'est une bonne idée d'après toi? J'ai entendu, j'ai vu ça de loin. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Après, si le PSG des moyens pour que ça développe. S'ils mettent les moyens pour que ça développe le MMA, moi je suis pour. Hein. Pourquoi dire non? Et si ces moyens sont bien investis, s'il y a des bonnes choses qui sont faites derrière, pourquoi pas? En plus, il y a Khabib en tant qu'ambassadeur, je pense qu'il y a des bonnes valeurs qui sont respectées aussi derrière. Cédric, une petite question d'actualité. Il y a beaucoup de sportifs, il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont exprimés un petit peu sur le contexte social en France, parce que voilà, il y a beaucoup de manifestations après le 49.3 et la réforme des retraites. Est-ce que toi, tu es politisé en quelque sorte? Alors moi, je vais t'expliquer. Là, pendant 10 jours, j'étais au soleil à Tahiti, à Paris. Je n'ai pas suivi du tout ce qui se passait en France. Donc 49.3, 4.4.2, je ne sais pas du tout de quoi ce qui se passe. Donc je suis pas. On aura essayé. Merci Cédric en tout cas d'être passé nous voir. C'est quoi la suite là? Quel combat arrive? Bah là, la suite, il y a potentiellement un combat en juin. Sinon pour sur septembre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. En UFC. On voit. Allah on voit très bien. Bon on va te suivre évidemment dans l'octogone et sur les réseaux. Merci d'être passé nous voir.